Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. C'est gentil Thierry, par contre. On ne fait pas de vélo, Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot, le Thierry, on voit bien, on le voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre devant le dos. Je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement appliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous, bienvenue sur les commissaires de course, cette émission un petit peu spéciale après l'étape du Tour de la Provence, étape de bordure, comme on l'a trouvé sympa, on a décidé de faire une petite émission. Avec moi ce soir, Cyprien, salut Cyprien. Salut à tous. Et Grégory, salut Grégory. Salut Greg, salut tout le monde. Et bonjour à tout le monde sur le chat, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à follow pour ceux qui ne le sont pas. Salut à Stadri, on a vu Stereo King, salut à Sinari, à LV Cycling, à Joyeux du Nil, etc. etc. J'ai envie de dire que, comme après une belle étape, victoire d'Elia Viviani, mais je pense que surtout ce qu'on retiendra, c'est la belle étape, des bordures, de la bagarre, dès quasiment à 100 km de l'arrivée, Cyprien. Oui, aujourd'hui la victoire de Viviani, elle est belle et elle est méritée, mais c'est un petit peu anecdotique à côté du spectacle qu'on a vu très tôt dans l'étape, avec des bordures, avec des coureurs piégés comme on aime, une belle perf d'Ineos et de Quick-Step notamment, donc une bien belle étape et on a eu de la chance d'avoir ces conditions climatiques qui ont permis les bordures. Alors pour un peu décrire l'étape, une première échappée est partie... est-ce qu'on va dire anecdotique? Est-ce que la petite échappée elle est anecdotique ou c'est des coureurs qui ont essayé de prendre de l'avance avant les bordures? Parce que vu qu'on a annoncé des rafales à 50 km/h, voir des Rossetto, des Pierre Roland, des Jean Goubert, des Tom Mengenot d'ailleurs qui finissent ensemble, est-ce que c'était pas, notamment on peut être surpris de voir Pierre Roland s'échapper sur une étape toute plate, est-ce que c'était pas, Grégory, une occasion de se dire on prend un peu d'avance parce qu'on sait que derrière ça va bagarrer? Et que c'est pas forcément un coureur comme Pierre Roland qui est très à l'aise dans les bordures. Ouais, c'est ça. En fait, ça pouvait peut-être prêter un peu à sourire. On pouvait se dire que c'était une étape où ces coureurs-là allaient souffrir de bout en bout. Donc, effectivement, ils ont anticipé très certainement et ont pris l'échappée du jour et dans l'espoir de peut-être accrocher le bon wagon par la suite. C'est une chose qui a été faite d'ailleurs, même s'ils ont été un peu piégés sur la fin d'étape. On pourra noter tout de même qu'il y a un rescapé de l'échappée qui est parvenu dans le bon groupe à l'arrivée, Tristan Delacroix pour la formation continentale Nice Métropole. C'est un très bon résultat pour le coup. Mais oui, effectivement, c'était une bonne idée pour eux s'ils étaient restés sagement dans le peloton en début d'étape, très certainement on les aurait pas vus de la course, ils auraient fini peut-être très très loin et ils n'auraient pas du tout pesé. Là, même s'ils ont été piégés sur la fin, à part de la croix, ils se placent quand même des classements honorables et auront moins pesé sur la course aujourd'hui et pourront espérer peut-être un petit accessit encore, puisqu'il restera quand même des petits points à marquer pour le classement général notamment. Et d'ailleurs, Biotype 38 a raison de le dire, l'équipe TV a pris l'antenne très tôt, tant mieux, parce que c'est vrai que ça a lancé la bordure. Dès qu'il y a eu vent de côté, dès qu'il y a eu possibilité, on a vu notamment, il y avait même Total Direct Energy, assez vite, lancer les hostilités, Cyprien. Ouais, il y a eu une première tentative à 100 km qui n'a pas été très fructueuse, donc finalement il n'y a pas eu de cassure, et puis à 90-85 bornes, on a vu le grand Filippo Ganna venir se placer devant. Il y avait toutes les grosses équipes qui étaient attendues, qui étaient au rendez-vous. Quick-Step, la Total qui court effectivement, comme tu l'as dit, très bien. On les avait vus à l'aise dans les bordures à Bessèges, ils rééditent aujourd'hui. Donc Total qui met Mathieu Bodnar et Pierre Latour dans le bon coup. Et puis là, ça a cassé, ça a fait vraiment des dégâts. Il y a
grosse vingtaine de coureurs, 25 qui sont revenus sur l'échappée matinale, et puis après c'était fini, hein. Les piégés n'ont jamais pu rentrer. Bien, alors est-ce que tu as retenu aussi d'autres acteurs de ces bordures, Grégory? D'autres acteurs, malheureusement pour eux, il y a ceux qui font de bonnes opérations, et puis il y a forcément une majorité de perdants en fait. Et parmi eux, on sait très bien, il y a la Groupama FDJ, la Cofidis notamment, qui ont été piégés presque tout le long. Pour la Groupama FDJ, on avait d'abord 2 coureurs qui étaient dans le bon groupe et qui ont été décrochés par la suite, volontairement ou pas. On n'a pas encore eu explication. Je pense qu'ils ont attendu quand même leur leader Arnaud Desmar. Au final, ils n'ont pas forcément roulé jusqu'au bout. Ils ont fini par se relever et ont fini très très loin. Mais on a aussi des candidats toujours pour la Groupama FDJ. Il y avait Michael Stourer qui a fini très très loin, et d'autres coureurs aussi qui pouvaient avoir des ambitions pour le classement général, qui ont fini très loin, notamment le grimpeur colombien Ivan Sosa, qui était déjà très très loin sur le prologue. Mais effectivement, ça a très largement décanté le classement général, et il y aura quand même peu de monde pour se jouer la victoire, du coup, à cause des bordures pour le classement général final sur la montagne de Lure. Peut-être avant on parlera peut-être à la fin des déceptions. Évidemment, j'ai envie de dire, on retrouve la Quick Step avec même une Quick Step diminuée, puisque je rappelle qu'il n'y a pas Asgreen, il n'y a pas Ballerini. Et évidemment, enfin là, on peut dire que les bordures, c'est leur spécialité, mais ils étaient quand même là, Cyprien. On peut citer aussi Arkea avec un Quintana. Voilà, le Quintana veut dire des grands jours qui se montre à l'aise comme il en est capable sur les bordures. Ouais, tout à fait. Arkea, encore une fois présente, elle aussi, très bon début de saison. Et puis Quintana, on l'a vu faire un bon prologue hier, présent dans les bordures aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donne en montagne, qui est quand même son terrain de prédilection. Mais effectivement, pour l'instant, il court très très juste. Et puis, comme tu disais, la Quick Step, ils sont habitués à ce genre d'étape. On a vu Alaphilippe très actif pour aller chercher toutes les bonifs qu'il pouvait prendre. Il termine d'ailleurs 3e sur la ligne. Et puis, il était accompagné du jeune Ilan Van Wilder, qui visera peut-être le général, qui sait, et de Louis Vervac, qui termine aussi dans le bon groupe. Alors, on peut citer aussi parmi le seul, tu parlais tout à l'heure d'Ivan Sosa et des Movistar, il n'y en a qu'un seul, il n'y a que Jorgensen qui s'en sort bien, qui pourrait lui aussi faire une bonne place au général. On nous signale aussi, on parle d'un Mathias Bonnard très costaud, c'est Stero King qui nous dit ça. Et c'est vrai qu'il a tenté un démarrage dans les derniers kilomètres, tout en puissance, qui a bien déstabilisé finalement l'échappée, entre guillemets, le peloton de tête, Grégory. Ouais, tout à fait. Il est bien sorti dans le final. À un moment donné, on a peut-être pu croire qu'il pouvait aller au bout, mais c'est vrai que finalement, ça a fini par s'organiser derrière, notamment grâce à Ineos qui a mis même Carapaz à rouler. Carapaz qui s'est peut-être c'est flingué, oui. Oui, il s'est bien cramé, et du coup, il prend une bonne cassure sur la fin. Mais après, c'est vrai que Ghana a fait un relais quand même assez époustouflant sur la fin pour rentrer sur Bodnar. Mais clairement, oui, c'est vrai que Total Energy court très bien en ce début de saison et essaye de saisir pas mal d'opportunités. Ça n'a pas marché cette fois-ci, mais ils sont quand même dans la bonne dynamique, en tout cas. Oui, c'est vrai. Matt Meek, qui tient première fois, on le connaît bien, Mathieu, puisqu'il vient souvent chez les commissaires de course. Sans Ghana, il allait au bout. C'est vrai que, d'ailleurs, Ghana a même lâché toute son équipe et tout le monde derrière en allant chercher Bodnar, Cyprien. Ah oui, il a été impressionnant. Ça m'a rappelé, moi, l'étape qu'il a gagnée à Bessèges l'an dernier. Il me semble que c'était un peu comme ça, un relais bien appuyé, comme il sait les faire, et ses compagnons d'échappée qui n'avaient pas pu suivre aujourd'hui, donc il roulait derrière Bodnar, et ses coéquipiers ont tout simplement pas pu garder sa roue. Et il s'est retrouvé donc coincé au milieu, à pas savoir s'il devait continuer de rouler pour revenir sur le Polonais ou se relever pour attendre le groupe dans lequel il y avait donc son sprinter Elia Viviani. En tout cas, ça a été ce petit fait de course avec Bodnar qui attaque tout bon pour la tour, puisqu'en fait, indirectement, ça élimine un petit peu, en tout cas, ça relègue
Richard Carapace à 20 secondes et quelques de Pierre Latour. Donc c'est une bonne stratégie pour Total qui manque la victoire mais qui n'est pas totalement perdante aujourd'hui quand même. Oui, effectivement, parce que déjà, je trouve que ça fait plaisir de les voir, même tout au long de l'étape, finalement, présentes comme une top team, donc je pense que c'est une satisfaction pour eux. Tu as parlé de Carapace, mais justement, alors, est-ce que c'est une surprise de voir Carapace dans les derniers hectomètres, bien perdre seconde après seconde? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Parce qu'il a beaucoup travaillé? Est-ce qu'il est pas totalement encore à 100%, Grégory? Je pense qu'il est pas totalement à 100%, qu'il y a une incertitude un petit peu sur son état de forme, notamment parce qu'il est tombé à Bessèges aussi. Et il doit être pas trop mal, mais peut-être sans plus. Donc on sait pas trop s'il est vraiment à 100%. Donc il essaiera très certainement de faire le meilleur résultat possible dimanche, mais je pense qu'on ne compte pas trop sur lui, je dirais, pour remporter la course. En tout cas, on sait qu'il est présent, mais qu'il assurera un bon classement général, mais peut-être pas qu'il est en mesure de gagner. Du coup, il a sauté, mais je dirais que c'est pas forcément trop grave, mais qu'on pourrait quand même essayer de remporter encore une étape d'ici la fin de ce Tour de la Provence. Oui, tout à fait. Alors on peut peut-être même parler peut-être des perdants maintenant. Avant, on fera le bilan du général juste après. On a très vite vu que dans les perdants, eh bien, est-ce que les plus gros perdants, c'est la Groupama FDJ? Est-ce qu'on dit une nouvelle fois dans les bordures, Cyprien? Oui. Aujourd'hui, ils apparaissent parmi les principaux perdants. On l'a dit, personne dans le groupe de tête à l'arrivée, en tout cas, puisqu'il y en avait deux initialement. Arnaud Démarre, donc, qui ne gagnera a priori pas d'étape sur cette course, à moins que demain il soit très très fort, et un Michael Storer qui est déjà relégué très 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 loin. Donc encore une fois une course pour rien, quelque part pour l'FDJ, même si hier ils ont fait une bonne prestation d'ensemble sur le prologue. J'irai pas jusqu'à dire que c'est inquiétant, mais ça fait plusieurs fois, et à Bessèges ils étaient déjà un petit peu à contre-temps, et encore une fois aujourd'hui. Il va peut-être falloir travailler les bordures, d'autant que Desmar, a priori, n'est pas Bon, il s'est quand même frotté, donc il devrait être capable, surtout entouré de bons équipiers, de ne pas se faire piéger sur une telle étape. On le savait quand même que ça allait casser. Alors, comme tu as dit, l'interrogation, c'est, alors qu'il y avait Ludvigsson et c'était, je crois, et Aski, Ouais. est-ce qu'ils ont été gênés? Parce qu'il y a eu des chutes devant, notamment... je crois qu'il y a Vendrame qui est tombé, il y a Izaguirre qui est tombé. Izaguirre est abandonné, il a été transporté à l'hôpital. On espère que c'est pas trop grave. Alors on ne sait pas trop, est-ce qu'ils ont été un petit peu gênés, ils ont perdu du temps avec ça, ou est-ce qu'ils ont attendu Desmar, ce qui ne serait pas très étonnant au niveau stratégie de la part de la FDJ, mais ça serait quand même un petit peu bizarre. Enfin, je sais pas, voilà, c'est ce que Charles dit, ça a l'impression que c'est un peu la Fédération française de la loose, Grégory. C'est un peu ça, mais ouais, j'ai pas trop d'explications pour ce qui s'est passé exactement, puisque je n'ai pas vu forcément l'image du moment où ils ont été distanciés. J'espère qu'ils ont été que c'était un moment d'inattention et qu'ils ont été distancés à la pédale. Enfin, toujours est-il qu'on les a vus rouler après une fois repris. Donc personnellement, je serais pas étonné qu'on leur ait demandé de se relever, étant donné que l'écart n'était pas irrémédiable à ce moment-là. Il est possible qu'on leur ait demandé de se relever pour essayer de ramener Desmar sur la tête de course. J'espère que ce n'était pas ça, mais c'est tout à fait possible. Et Hugo 0309C nous dit, ça parle de quoi? On parle de cyclisme et de l'étape du Tour La Provence aujourd'hui, de la stratégie FDJ évidemment, ou de l'absence. On ne sait pas vraiment si ce que c'est, est-ce que c'est une attente, est-ce que c'est volontaire d'attendre? Moi ça me paraît quand même surprenant, Cyprien. Enfin je sais pas ce que tu en penses, mais... Si effectivement les deux qui étaient devant se sont relevés sur les consignes du DS, c'est très mal joué, parce que une bordure dans laquelle on a 4 Ineos et 3 Quick-Step, on sait que ça va très probablement pas revenir. Donc avoir 2 cartes là-dedans, d'autant qu'Aski, je pense, est assez rapide, même Ludvigsson, sur un petit groupe, ils auraient même pu tenter à la Bodnar, ou en tout cas ils avaient une carte à jouer s'ils étaient présents. Donc oui, j'espère que s'ils se sont relevés, c'est plus sur un incident dans les chutes, etc., que sur une consigne, parce que
parce que sinon c'est un très mauvais coup tactique de mon point de vue. Ouais, et puis il faut dire qu'à un moment donné, pendant les bordures, justement, quand l'écart était encore pas trop élevé, il faut quand même signaler que ça roulait hyper vite, qu'on dépassait les 60 km/h par moment, donc même s'il y avait qu'une minute 20 ou quelque chose comme ça à un moment donné, reprendre une minute 20 à un groupe qui roule à plus de 60 km/h, ça laisse imaginer à quelle vitesse il faut rouler derrière. Donc c'était quand même mission relativement impossible, quoi qu'il arrive. Et après, la principale erreur, c'est pas déjà de se faire piéger dans une bordure alors que c'était annoncé partout. Hein. Enfin, ça fait plusieurs jours qu'on regarde la météo, plusieurs jours qu'on annonce un gros Mistral sur les routes de Camargue. Comme quelqu'un le dit sur le chat, Luc Wilson était devant. Est-ce qu'il n'y a pas erreur de la part de Storer, de Desmar, de ne pas avoir senti le coup? Alors, on parlera aussi on va inclure aussi dedans le pauvre Sosa, mais lui, il a quand même beaucoup moins l'habitude, à mon avis, des bordures, et que pour lui, avec ses 58 kilos, c'est compliqué. Mais est-ce que pas l'erreur principale, elle est peut-être là aussi, c'est-à-dire que on savait très bien que qu'il allait y avoir des bordures à ce moment-là. Est-ce que c'est pas vraiment finalement le principal problème pour tous les piégés, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Finalement, on peut inclure dedans les Sosa et tous les autres piégés, Cyprien. Oui, complètement. D'autant que ça a été relevé par les commentateurs de la chaîne L'équipe. Ça se faisait sur une route assez large à ce moment-là. Donc, le moment où ça a accéléré, il y avait encore un petit peu de temps pour venir se replacer plusieurs fois. Et ça n'a pas cassé tout de suite. Ça a mis 2-3 km avant que vraiment ça explose dans tous les sens. Donc on peut penser quand même que Desmar et des coureurs comme Storer et voilà, qui ont quand même un petit peu d'expérience, étaient capables non seulement de voir venir le coup, mais de se replacer si vraiment ils n'étaient pas bien placés au moment où ça a vissé devant. Donc oui, le simple fait de ne pas être présent, c'est une faute professionnelle aujourd'hui. Il y a aussi, on peut citer dans les perdants, il y a aussi Ethan Hayter, hein, peut-être un peu surprenant parce que son équipe était là. Alors, rapidement, on peut dire que après la poursuite, compliqué quand même de mener la poursuite, vu les brutasses qu'il y a devant. On a vu un peu la Groupama tenter, on a vu, je crois, Saint-Michel-Aubert tenter, on a vu BNB Hotel, on n'a pas vu les Cofidis ou très tard dans la poursuite. On a vu juste à la fin, je sais pas si, Grégory, on a vu cette image-là après où ça s'attendait plus et finalement ils terminent à 9 minutes. Alors ils sont restés longtemps à 1 minute 30, 2 minutes. Mais forcément, quand il y a de telles bêtes à rouler devant, c'est quasi impossible de revenir, Grégory. Oui, c'est ça. En fait, c'est resté longtemps à 1 minute 30, 2 minutes. À ce moment-là, il y avait la Groupama qui roulait, il y avait Saint-Michel-Aubert qui roulait. J'ai même vu Gosport Roubaix qui roulait également. La Cofidis était pas mal restée en retrait, ne roulait pas spécialement. On les a vus sur la fin, peut-être, oui, mais c'est vrai qu'ils ont mis pas mal de temps à rouler. Finalement, toutes les équipes ont fini par se relever. Ils ont fini quand même très très loin. Et ça a fini quasiment en roue libre, je dirais. Mais c'est vrai que de toute façon, vu le rythme auquel ça roulait devant, c'était quand même mission impossible. Je pense qu'ils se sont quand même bien cramés derrière à essayer de rouler à la même vitesse. Et au bout d'un moment, ça a lâché. De toute façon, il n'y avait pas énormément de personnel dans chaque équipe pour rouler derrière. Il y avait peut-être deux coureurs par équipe qu'on voyait passer et ça a fini par craquer et du coup ils se sont relevés totalement et ont fini très très loin. Pareil pour toi, Cyprien, une fois qu'il y a les grosses brutes devant qui sont parties, c'est quasi impossible, mission impossible pour revenir. Oui, à moins de se mettre à 2 équipes et de mettre tout le monde à la planche, c'était mission impossible. Je reviens quand même sur Ethan Hayter dont tu as parlé. Pour moi, j'étais vraiment très surpris parce que bon, c'est qu'il est allé sur tous les terrains, donc j'attendais un peu de voir ce que ça donnait dans les bordures. Aujourd'hui, il termine dernier de l'étape. Alors, est-ce qu'il était un petit peu malade, peut-être, je sais pas. Ou alors, est-ce que justement, une fois qu'il a vu qu'il était piégé, il s'est complètement relevé pour faire un coup dans les 2 prochains jours. On va garder un œil sur lui quand même. Je penserais qu'il se relevait vu qu'il était assez en forme hier. Oui, on parle, Stero King parle d'un accrochage entre Perrichon et Roux. Effectivement, juste avant que on va dire que les poursuivants baissent les bras, j'ai envie de dire, ou lèvent le pied, on a vu un petit accrochage entre Perrichon et Roux. Et un avis à la FDJ, on reprochait à la Cofidis de venir rouler au dernier moment ou trop tard. C'est souvent ça, ça fait un petit peu quand on se dispute entre perdants, ça fait toujours une drôle d'impression.
On va peut-être passer maintenant au bilan sur le général. À noter aussi qu'Alaphilippe l'a joué malin, puisqu'il a chopé les bonifications sur la ligne d'arrivée, ce qui lui permet de faire un très beau rapproché, Cyprien. Oui, aujourd'hui, il prend 10 secondes de bonification, donc un avantage brut hein, sur ses principaux concurrents. Il bénéficie en plus d'une petite cassure Caprigana de 3 secondes, donc il revient à 4 secondes. Il n'est pas impossible qu'on le voit dans le maillot de leader demain. Et puis, pour ce qui est de la lutte pour la victoire finale, effectivement, c'est le mieux placé. Il a 6 secondes d'avance sur Pierre Latour, qui décidément est en très bonne forme. Il a son coéquipier, Ilan Van Wilder, qui est à 13 secondes de lui, derrière, à la 5e place. Et puis après, tu as parlé de Jorgensen, on peut citer Nairo Quintana, qui pointe à 24 secondes d'Alaphilippe. Aurélien Paré-Peintre, pourquoi pas, qui est à 30 secondes. Et après, c'est un petit peu fini. Et un Carapace qui est à 45 secondes déjà d'Alaphilippe. Ça fait beaucoup, hein, puisque dimanche, il n'y aura qu'une montée brute à la montagne de Lure. Donc Alaph et Latour sont peut-être dans la meilleure position pour la victoire finale. C'est aussi ton avis, Grégory, la Carapace, c'est trop, enfin, plus de 40 secondes, c'est beaucoup trop pour revenir. Pour Carapace et pour le reste, tu es d'accord avec les favoris de ce qu'a dit Cyprien? Dans l'ensemble, oui, je suis assez d'accord. Je pense que ça va se jouer entre Alaphilippe, Latour, éventuellement Quintana, s'il est vraiment en forme. À surveiller aussi les équipiers d'Alaphilippe, voir le niveau exact de Van Wilder et Vervac qui a été surprenant aujourd'hui. Je l'attendais pas du tout dans les bordures. Mais effectivement, Carapace, je pense qu'il sera trop juste déjà en termes de forme et qu'en plus il part avec un handicap et un handicap à rattraper. Alors à moins vraiment d'une stratégie et d'une attaque vraiment de bonheur et que personne ne suivrait, je le vois mal vraiment inverser la tendance. Il sera placé hein, très certainement, mais je le vois pas jouer la gagne du classement général en tout cas. Est-ce qu'ils vont pas jouer les étapes, peut-être les Ineos de demain? Hater, je pense qu'il a toutes ses chances. Si Viviani passe pas les bosses, Hater pourrait gagner. Est-ce que Carapace, Allure, il va tenter de gagner l'étape et tant pis pour le général plutôt. C'est pas ça la stratégie finalement. Pour Ineos finalement de gagner. Il pourrait très bien finalement gagner toutes les étapes. C'est pas un scénario de science-fiction, Cyprien. Oui, en tout cas aujourd'hui, je pense qu'on a vu qu'ils privilégiaient la victoire d'étape avec Viviani au classement général, sinon ils n'auraient pas mis à la planche Carapace pour rouler dans les 5 derniers kilomètres. Ou alors c'est une erreur de sa part, il en a trop mis, mais ça m'étonnerait quand même. Donc est-ce que les consignes sont claires ou en direction des victoires d'étape, ou est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont l'occasion et les capacités de s'imposer sur les 4 étapes de ce Tour de la Provence. Ce serait pas mal à mon avis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Une victoire, une équipe qui prend toutes les étapes d'une course par étape. Pour rebondir sur quelqu'un qui disait dans le chat qui parlait du Danois Skelmose, juste un mot sur le classement des jeunes. Battistella, Van Wilder, Skelmose, Jorgensen, est-ce que c'est pas aussi peut-être une petite course à suivre? C'est 4 jeunes coureurs, 4 coureurs prometteurs. Est-ce que ça pourrait être aussi une belle bagarre? Et parmi ces 4-là, ils ont une belle occasion finalement peut-être de faire un podium ou mieux, enfin ça m'étonnerait peut-être mieux, mais au moins un podium, ça pourrait être pas mal pour faire un petit peu parler d'eux, pour lancer leur carrière aussi. Grégory. Oui, tout à fait. De toute façon, ils sont tous les 4 dans un mouchoir de poche au classement général, donc ils ont tout à fait l'occasion de se disputer la victoire au moins du classement du meilleur jeune, mais à côté de ça, il y a aussi le classement général qu'il faudra surveiller puisqu'ils sont quand même pas loin du tout. Donc ça, des coureurs, déjà pour Van Wilder, il va falloir quand même essayer de voir son rôle précis aux côtés d'Alaphilippe et voir s'il pourra vraiment jouer sa carte personnelle. Ça pourrait être un peu compliqué. Mais sur sa valeur, peut-être qu'éventuellement il pourra tout de même ramener le meilleur jeune. Maintenant, attention aux 3 autres. Battistella n'a pas forcément montré grand-chose sur les courses à étapes depuis qu'il est pro, mais chez les espoirs, il a quand même fait des bonnes places dans le domaine. Alors maintenant qu'il sera concerné par... Il a fait une belle fin de saison l'année dernière sur les courses italiennes, Battistella. Tout ce qui était punchy, il a été très 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 efficace. On verra sur une véritable ascension, mais maintenant qu'il est concerné par le général, c'est sûr que il va se battre et essayer de ramener le meilleur classement possible. Les 2 autres aussi
Skelmos, Jensen a été très solide l'année dernière, Jorgensen devrait être pas mal non plus, mais je pense qu'on aura une belle lutte en tout cas de ce côté. Lutte qui va commencer dès demain avec l'étape qui va arriver à Manosque, une étape un peu plus vallonnée, donc peut-être un peu plus pour Puncher. On peut imaginer que... Alors, quel scénario pour demain? Est-ce que justement le fait qu'il y ait pas mal de monde à 9 minutes, ça va pas être l'occasion? Il y en a beaucoup qui vont tenter l'échappée demain. Et deuxièmement, moi j'ai du mal à imaginer finalement, là je mets le profil sur le live, que le peloton arrive à plus de 30 si jamais il arrivait groupé. Cyprien? Oui, le scénario est incertain, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas un peloton groupé à l'arrivée. Comme tu as dit, il y en a qui se sont fait piéger aujourd'hui, notamment Cofidis qui, comme on l'a dit, n'a pas roulé, donc ils ont choisi volontairement de s'économiser aujourd'hui. Je m'attends à une grosse échappée, en tout cas une grosse bataille pour prendre l'échappée en début de course. Maintenant, est-ce que cette échappée ira au bout? C'est pas impossible, tout dépend je pense, du comportement d'Ineos et de Quick-Step. C'est eux un petit peu qui ont les cartes en main, peut-être la Total aussi. Si Alaphilippe vise la victoire d'étape, ils vont tout faire pour, mais ils n'ont pas non plus les armes pour rouler. Donc effectivement, demain, s'il y a 15 mecs devant qui prennent rapidement 3 minutes, ça peut aller au bout. Si ton avis, Grégory, tu vois quoi comme scénario demain? Je pense qu'il va y avoir une bonne lutte pour prendre l'échappée, ça c'est clair. En plus, le profil s'y prête pas mal. C'est pas insurmontable, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de plat non plus. Mais ouais, après, c'est vrai qu'au niveau de la lutte au niveau des positions au classement général, il est tout à fait possible qu'un bon groupe sorte et que tous les mecs soient en plus très loin au général. Et si jamais ils prennent de l'avance, ça pourrait faire un petit peu de course dans la course, une lutte pour la victoire d'étape et puis peut-être derrière une petite lutte pour voir qui prendrait une cassure ou non entre les gars du classement général. Maintenant, oui, effectivement, c'est vrai que c'est un profil qui conviendrait très bien à Alaphilippe, mais est-ce qu'il va pouvoir faire rouler son équipe, enfin le peu d'équipe qu'il a, on va dire, ça reste vraiment à voir. Mais j'imagine vraiment une bonne lutte pour échapper et peut-être pas mal de coureurs à l'avant de la course. Il faudra peut-être regarder attentivement quelles sont les équipes représentées à l'avant, parce que s'il y a beaucoup d'équipes représentées à l'avant, s'il y a Heiter qui part pour Ineos, par exemple, s'il y a un Total qui est dans l'échappée, etc., vous avez raison, la Quick-Step va-t-elle rouler alors qu'ils ne sont pas nombreux? Ça peut aussi se terminer avec une échappée demain, donc à suivre. Dimanche, on a déjà parlé, il y aura Lure, donc ce sera vraiment l'arrivée midi. On va peut-être deux mots, on va donner les autres restes du jour, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur le Tour de la Provence. Je reviens juste sur l'étape de demain. Attention quand même au vent, hein. On l'attendait beaucoup aujourd'hui. On l'a eu. Demain, ils annoncent un vent qui sera de côté sur toute l'étape. Donc moins fort, sur des parcours un peu plus escarpés et abrités qu'aujourd'hui. Il n'y aura peut-être pas des cassures dans la même ampleur qu'aujourd'hui, mais ça pourrait peut-être avoir une petite incidence quand même sur le déroulé de l'étape. Oui, enfin, au cas où, même ce sera évidemment pas du tout le même scénario qu'aujourd'hui. Enfin, on l'espère pour Ivan Sosa, le pauvre, qui finissent pas encore dans la Pampa, mais puisque ça sera plus abrité. Enfin, la Camargue, c'est quand même très particulier pour le Mistral en plein couloir rhodanien. Donc tout de même, évidemment, à surveiller pour le vent. Rapidement aujourd'hui, donc victoire de Cavendish sur le Tour d'Oman et de Rajovic sur le Tour d'Antalya. Quelque chose à dire sur ces deux courses ou deux arrivées au sprint et d'un côté on a Cavendish qui arrive toujours à gagner malgré le fait qu'il ne soit pas lancé par Morkov cette fois-ci, et Rajovic qui montre qu'il a toujours le niveau pour gagner après une année très difficile chez Delco. Mais sinon, pas forcément grand-chose à signaler. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément grand-chose de ces courses. Est-ce que vous voulez dire un mot sur la sélection pour le Tour? On va dire un petit mot, puisque on sait, alors je pense, enfin moi c'est pas une surprise, on reste dans du classique, puisque il y avait encore
un léger doute sur peut-être la dernière place. Ce sera donc BNB Hotel et non UnoX. Alors on voit un petit peu, que ce soit sur le forum et ou sur Twitter, des débats, des questions. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? On va commencer à aller par Cyprien. Je suis assez partagé. J'irai pas jusqu'à dire que c'est injuste. Par contre, je me suis amusé à prendre un petit peu le top 8 de la sélection, enfin du groupe BNB face au top 8 du groupe UnoX. Et pour moi, il y a vraiment match. Donc, si on prend d'un point de vue purement sportif, la question se pose. Et UnoX était peut-être un tout petit peu mieux équipé pour peser sur la course, pour réaliser un coup, puisque c'est un petit peu pour ça qu'on invite des équipes, pour qu'elles soient actives devant. On sait qu'UnoX sait le faire, qu'elle est offensive. BNB l'a été l'année dernière, mais un petit peu que grâce à Franck Bonamour. Donc si Franck Bonamour n'est pas dans cette même condition cette année, j'ai un petit peu peur qu'on les voit pas beaucoup, les BNB. Oui, c'est vrai que... Alors d'un côté, moi je suis assez partagé parce que pour une fois, j'ai envie de dire, l'année dernière, BNB, on les a vus à l'avant, notamment grâce à Franck Bonamour. Et ça me paraît un petit peu sévère de les priver d'un nouveau tour. Alors que pour une fois, je pense que ils ont fait leur meilleur Tour de France. Qu'est-ce que tu en penses, Grégory? Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, j'ai pas forcément énormément à rajouter. Je suis d'accord pour dire que ça aurait été dommage de priver BNB du prochain Tour de France compte tenu du Tour de 2021 qu'ils ont réalisé. Après, c'est vrai que d'un autre côté, concernant BNB, on les a surtout vus grâce à Bonamour sur le dernier Tour de France. Maintenant, peut-être que d'autres coureurs se montreront à leur avantage en 2022, même si Bonamour ne répondra pas forcément aussi présent qu'en 2021, on ne sait pas trop. Mais ça va savoir. Maintenant, c'est vrai que UnoX était un candidat tout à fait crédible à une wildcard, ça il faut le signaler. Ils ont pas mal de coureurs de talent et désormais apparemment sur tous les terrains. Donc c'est une équipe très intéressante. Maintenant, ils n'ont pas forcément d'expérience sur les courses à étapes en World Tour. C'est peut-être une bonne chose qu'ils aillent se faire un petit peu la main sur des courses par étapes d'une semaine, que ce soit en Pro Série ou certaines wildcards qu'ils ont obtenues en World Tour cette année. Ça pourrait être un challenge intéressant et puis commencer à progresser petit à petit et être un candidat encore plus sérieux pour les années à venir sur les grands tours. Je rebondis sur un commentaire du chat. Est-ce que, dans les commentaires que l'on lit, est-ce que BNB Hotel ne paye pas aussi la communication parfois un petit peu hasardeuse, je dirais, de Jérôme Pineau, qui peut parfois agacer les suiveurs et les fans de vélo, alors qu'au contraire, en face, on a une équipe d'UnoX qui mise plus sur la jeunesse, où on découvre des coureurs, des jeunes coureurs, qui ont, notamment l'année dernière sur les Flandriennes, ils ont été assez offensifs, et qui a, on peut citer de Johansen aussi, qu'on a vu à l'avant, on a vu briller sur Bessel, donc un jeune coureur prometteur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un capital sympathie pour UnoX dont ne bénéficie peut-être pas BNB Hotel, Cyprien? Oui, ça doit jouer, je pense. En tout cas, vu de France, c'est certain. BNB, et notamment Jérôme Pineau, c'est un petit peu on aime ou on n'aime pas. C'est assez manichéen comme ça. C'est vrai, comme tu l'as dit, UnoX, ils ont fait leur preuve un petit peu sur le vélo, même si, comme le disait Grégory, on les a pas beaucoup vus sur les courses par étapes au plus haut niveau. À chaque fois qu'ils sont invités, ils font la course, ils sont devant, ça attaque, et généralement, ils ont toujours un mec qui est présent dans le final pour jouer devant. Alors que BNB, certes, si on regarde que le dernier Tour de France, ils méritent quelque part cette nouvelle sélection grâce notamment à la belle perf de Bonamour. Mais sur les autres courses, ça reste un peu léger, et notamment en ce début de saison, on peut pas dire qu'ils soient à la fête. Est-ce que ça annonce pas des années compliquées pour BNB, puisque comme le DJ8 de vélo, c'est vrai, ils font assez peu de courses par étape World Tour. Est-ce que c'est pas en sursis pour les années à venir, Grégory? Est-ce qu'ils peuvent pas être inquiets pour les années suivantes? C'est une possibilité. C'est vrai qu'il va falloir réussir le prochain tour et la plupart des courses de plus haut niveau. Mais c'est vrai que
se poser la question de savoir si l'équipe n'aurait pas été en sursis, en fait, si elle n'avait pas obtenu de wildcard pour 2022 sur le Tour de France. Ouais, je me pose un peu la question, mais c'est vrai que devrait normalement, enfin, je pense quand même qu'ils ont les moyens de briller, mais la dynamique n'est pas forcément en leur faveur en ce début de saison, ça c'est certain, mais il y a moyen, je pense qu'il y a moyen quand même, avec l'effectif qu'ils ont, il y a moyen de redresser un peu la tendance et d'être plus efficace sur la suite de saison. Il y a des coureurs intéressants sur pas mal de types de courses. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faudrait pas s'enfermer, je dirais, dans une dynamique de non-résultat. Je pense que c'est une équipe qui marche pas mal à la dynamique en fait positive ou négative, et ce serait bien d'être dans une bonne dynamique comme a pu le montrer par exemple Goujard en tout début de saison. Il faudrait que l'ensemble de l'effectif soit dans cette dynamique-là, et ça pourrait inverser la tendance. Ou alors ouais. Après, il faudra penser aussi à renouveler l'effectif, parce que c'est vrai que les noms comme Pierre Rolland, on est très content de le voir sur le Tour, mais bon, les années passent et ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Bien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur l'actu vélo? Je crois qu'on a fait le tour, à part le parcours du Dauphiné qui est sorti, un beau parcours montagneux, mais c'est pas une surprise. Oui, après on pourrait... Moi je regrette toujours les étapes de montagne de 130 km. Ouais, c'est toujours cette petite critique, c'est que je trouve que, enfin, pour en dire deux mots, je trouve que les étapes de montagne sont un petit peu courtes pour une course World Tour quand même. On a l'impression des fois dans les courses juniors de 130 km, c'est un petit peu dommage. Qu'il y en ait une de 130 km, mais que les deux dernières soient si courtes, c'est une petite déception. Un dernier mot, Grégory, ou... Sur le Dauphiné, non, mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. À la limite, qu'il y ait des étapes de format court, peut-être même encore moins que 130 km, c'est pas forcément un souci, mais ce serait quand même intéressant d'alterner un peu les profils, d'alterner les distances, de faire des formats courts, et puis le lendemain, une étape qui fait 50 km de plus, ce serait quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Là, on a l'impression que c'est quand même une tendance globale d'avoir des étapes de même type en fait de format, et enfin ça fait un peu répétitif, et c'est ça en fait qui fait que c'est un petit peu décevant. Maintenant je pense qu'il y aura quand même une bagarre entre les coureurs, mais on peut trouver à redire là-dessus, c'est sûr. Alors on termine juste pour dire que demain, je crois que c'est le Tour de Murcie. Tour de Murcie, on verra Miguel Angel Lopez notamment. On nous parle sur le chat de Binyam Girmay. Il n'y aura pas Valverde parce qu'il est Covid, mais on retrouvera McNulty. Donc une start list assez correcte, somme toute, pour cette course à suivre. Donc nous, on se retrouve dimanche soir 19h pour les commissaires de course. On fera le bilan du Tour de la Provence, du Tour de Murcie, etc. etc. Merci à vous, vous avez été assez nombreux, à presque 30 spectateurs ce soir, enfin, pour un live un petit peu annoncé au dernier moment à 17h, c'est beaucoup. Merci à tous. C'est bien. Je vois, bonne soirée, c'est pas encore la soirée, donc bientôt l'apéro, donc bon apéro, et à très bientôt les gars. Merci Grégory, merci Cyprien, à plus. Au revoir tout le monde. Merci, salut.